Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. De mon invité, l'accordéon vous a permis d'avoir des touches dans le monde entier, ou presque. Vous avez adapté le rythme de votre vie à beaucoup d'autres qui ont fait la richesse de ce qui ne mérite pas vraiment d'être baptisé le piano du pauvre. Bonjour, Richard Galliano. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, je vous accueille parce qu'il y a un album nouveau qui est une réédition très intéressante d'un album qui a triomphé voici 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. 30 quelques années. Non, oui, donc je dirais 93, il faut que j'apprenne à compter. Alors, on va évoquer bien sûr cet album tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, vous êtes déjà venu, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc, j'en ai trouvé de nouvelles, et le 27 mars 2008, c'est le jour de la sortie de votre premier livre, Une méthode complète d'accordéon, signé Lucien et Richard Galliano, qui est toujours disponible pour 41 € sur Amazon. Oui, complètement. Il est édité chez les éditions Le Moine et Ricordi en Italie, je crois, ou une autre édition, je ne sais plus. Mais c'est une méthode d'accordéon en livre, c'est plutôt rare. Oui. Comment c'est né ça? C'était une envie qu'on avait avec mon père, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années, et de faire quelque chose ensemble. Et mon père, c'était mon premier professeur, oui. Mon seul professeur même. J'ai eu un second professeur qui s'appelait Claude Noël aussi, un ami de mon père. Mais c'est lui qui m'a donné le goût de la musique, qui m'a enseigné les premières choses. Donc cette envie de faire quelque chose ensemble, on l'a réalisé. Donc c'était en 2008, c'est ça. C'est ça, oui. D'ailleurs, on a eu le prix de la SACEM par rapport à cet ouvrage. Et c'est vrai que j'ai passé la vie à faire beaucoup de choses en musique, à jouer avec beaucoup d'artistes dans tous les styles. Et le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir joué plus souvent avec mon père. De pas lui avoir donné l'occasion aussi d'enregistrer un disque, parce que c'était un vraiment magnifique musicien, magnifique accordéoniste et un pédagogue fabuleux. Tous ces anciens élèves l'adoraient et l'adorent toujours. Ouais. Je crois que pendant 50 ans, il a formé des musiciens. Il a créé l'accordéon club Cannes-la-Boca, Montsartou, pour relancer la pratique de l'accordéon. Tout à fait, oui. C'était son métier, sa vocation. Vraiment une vocation, parce qu'il n'avait pas été formé pour ça. D'abord, il était musicien. Bon, il jouait dans des dancing, tout ça. Puis il a commencé à donner 1, 2, 3 cours. Et il était vraiment... il avait ce don de donner, c'est le cas de le dire, l'envie à des enfants, ou même il avait des étudiants, des élèves assez âgés aussi. Hein. Et il avait, par exemple, moi, il m'a... quand il a vu que j'étais intéressé par l'instrument, parce que j'essayais de l'imiter en pliant des feuilles de papier, en construisant des accordéons comme ça, et il m'apprenait les morceaux qu'on entendait à la radio. D'ailleurs, juste avant de venir ici, j'étais à TSF pour l'émission, donc la radio jazz, et ils m'ont demandé de jouer un morceau de Noël. Demande qu'ils font à quelques musiciens. Et moi, la première idée, c'était de jouer Petit Papa Noël de Tino Rossi. Je l'ai joué de manière blues, quoi. Mais c'est vrai qu'en le jouant, je me suis retrouvé dans les années 50, lorsque j'avais mon petit accordéon et que mon père m'avait appris cette mélodie. Oui, et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est qu'en fait, Tino Rossi a joué une version d'après-guerre, mais que pendant la guerre, l'auteur avait déjà créé une première version de Petit Papa Noël pour remonter le moral des enfants dont les parents étaient sur le front. Oui. Elle existe, cette version, la personne ne la connaît. Ah, d'accord. Alors, il se trouve que le conservatoire de Montsartou porte aujourd'hui le nom de votre père, et je crois qu'il y a même une bibliothèque qui porte votre nom, Richard Galliano. Oui, aussi, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Hein. Et c'est vrai que l'école existe toujours. Elle est dirigée par une ancienne élève de mon père qui s'appelle Joël Sekini, quelqu'un qui a beaucoup de tempérament et
aussi, il lui a communiqué cette envie de partager l'amour des enfants, l'amour de la musique. Et vos jeunes années, Richard Galliano, c'est la Côte d'Azur entre Cannes et Nice. Tout à fait, oui, oui. C'était vraiment la Méditerranée, c'était Golfe-Juan, c'était vraiment le sud. Voilà. Et puis votre formation aussi, on peut l'évoquer à travers une chanson de Michel Sardou. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer Les bals populaires, c'est vrai que vous en avez vécu beaucoup. Oui, je vous parlais de mon père. Mon père était vraiment spécialiste. Il avait un répertoire pour faire danser vraiment illimité. Moi, j'ai moins pratiqué cette chose-là. J'ai fait des bals au trombone avec un orchestre de Toulon, les Méditerranéens, justement. Et après, lorsque je suis, comme on dit, quand on habitait le Sud, je suis monté à Paris à l'âge de 20 ans. C'était plutôt pour le travail en studio d'enregistrement et puis avec les chanteurs et chanteuses. Voilà, oui. Mais en même temps, ces bals populaires, en fait, Sardou ne voulait pas chanter ces bals populaires, il voulait une chanson populaire. Je sais, oui. Et c'est Evelyne Bugui qui l'a convaincu de faire cette chanson qui a été un grand succès. Mais même les bals populaires pour votre père, c'était pas évident. Le soir, quand on avait bien bu, on pouvait siffler le musicien. Oui. C'est pas tout à fait ça. Disons que moi je regrette beaucoup que les bals populaires n'existent plus aujourd'hui, surtout que les musiciens jouaient d'une manière pratiquement acoustique, sans sonorisation. C'était, d'un point de vue musical, très, très intéressant. Non, mon père a eu un problème à l'époque, lorsque les yéyés sont arrivés et que les générations ont rejeté l'accordéon parce que c'était un instrument très populaire. Trop pendant populaire. la guerre, les grands accordonnistes, Gus Viseur, Tony Murena, qui jouait avec Django Reinhardt, tout ça. Et donc il y a eu ce rejet-là, et moi je l'ai mal vécu lorsque j'étais enfant. Et ça, c'est ce qui a forgé ma détermination pour rectifier le tir tout au long de ma vie, quoi. Et je crois, Richard Galliano, que l'accordéon, pour vous, ça a commencé à 4 ans, avec les premiers exercices sur les doigts. Oui, tout à fait. L'exemple de mon père et cette envie de faire de la musique. Je jouais du piano aussi, mais disons que ça m'a accompagné toute la vie. Et d'ailleurs, j'utilise toujours mon accordéon qui est ici, d'ailleurs. Oui. Mon père me l'a offert lorsque j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, vous voyez. Mais c'est lourd comme instrument pour un enfant. Oui, à 14 ans, j'étais déjà assez costaud, quoi. Mais il faut dire que cet instrument, c'est comme un Stradivarius, aussi bien dans les dimensions que dans la sonorité. Il est à la fois... pendant des années, j'ai joué debout. Ça m'arrive encore de jouer debout sur scène, parce qu'il est très équilibré, très... je vous dis, d'un point de vue son, et d'un point de vue aussi dimension. Et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup de voyages en avion, et quelquefois, l'instrument, bien sûr, il est toujours avec moi. Si je le mets en soute, il arrive en kit, quoi, détruit complètement. Et voilà, bon, souvent, je prends un siège, comme font les violoncellistes. Après tout, pourquoi s'en priver? Mais quelquefois, dans la petite... le rangement des valises dessus, il passe au millimètre près, quoi. Ouais. Alors, il se trouve aussi que vous parlez de Claude Noël, qui a été un de vos professeurs. Et ce que vous avez apprécié chez lui, je crois, Richard Galliano, c'est que c'était un dissident de l'accordéon. Oui. Ça vous a aidé à créer votre personnage. Oui, tout à fait. Et en fait, Claude Noël, disons qu'il connaissait, et il m'a fait connaître aussi une autre réalité de l'accordéon, c'est-à-dire toute l'école italienne, beaucoup de compositions qui étaient écrites composées par des organistes fameux italiens, aussi le côté jazz américain, Art Van Damme,
Et voilà, une autre vision de l'instrument. Cet instrument est atypique aussi. Maintenant, beaucoup d'accordéonistes en France jouent ce type d'accordéon. Mais avant cela, c'était à l'époque plus des accordéons plus typés, assez musettes. Et c'est pas péjoratif, c'est très beau. Les accordéons Cavagnolo, je les utilise. Je les ai utilisés avec Nougaro, avec Barbara. Mais ils sont un peu plus canailles, disons, vraiment typé à un tel point que si on appréhende dans notre répertoire, ça nous ramène toujours un peu au son musette, au son des faubourgs, vous voyez. Alors que l'accordéon Victoria que j'utilise, c'est un instrument assez très riche mais neutre. Je peux jouer tous les styles de musique avec. Alors, il y a eu un problème quand même quand vous êtes arrivé au conservatoire de Nice. Une secrétaire vous a dit que vous étiez beaucoup trop vieux pour commencer à 13 ans. Ça vous a traumatisé, Oui, Richard pour commencer Galliano. le piano. Et alors, oui, sur le moment, pas sur le moment, mais quelques années après, je me suis dit, oh là là, à cause de cette secrétaire, là, je me suis privé d'étudier le piano classique, alors que j'avais 14 ans, donc je faisais la musique depuis 10 ans. Mais je pense que finalement, vous savez, dans un handicap ou dans quelque chose de négatif comme ça, on peut toujours le retourner en positif. Et je me suis dit, mais si j'avais suivi les cours de piano classique, je me serais plongé dans les musiques classiques, Chopin, Beethoven, ce qui n'est pas une mauvaise chose, très bonne chose, mais j'aurais suivi le cursus de tous les étudiants de piano, alors que j'ai attendu quelques années. Lorsque je suis arrivé à Paris, je me suis acheté un piano et j'ai joué le piano à ma manière, à tel point que toutes mes compositions, je les ai écrites au piano, et j'ai tout un système harmonique, une manière très très personnelle de jouer le piano, et chose que si j'avais eu des professeurs, j'aurais peut-être perdu cette identité. En tout cas, vous avez fait d'autres choses, effectivement. Il y a une autre date que j'ai repérée dans votre parcours qu'on va évoquer dans quelques instants. C'est le 13 mai 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Galliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Galliano. Nous avons évoqué vos débuts, nous parlerons tout à l'heure de Voyage, de cette nouvelle version de Viaggio, cet album mythique sorti en 1993. Et là, j'ai trouvé une autre date dans votre parcours, qui est le 13 mai 1983. Ce jour-là, vous participez pour la première fois à un festival dont vous allez devenir infidèle, Jazz sous les pommiers à Coutances, qui est un jeune festival, c'est la 2e édition. Ah oui, oui, tout à fait. Coutances, c'est une ville qui est célèbre pour sa cathédrale, et les pommiers fleurissent pendant le printemps, d'où ce festival où vous êtes venu comme ça pour la première fois, et c'était encore vos débuts. Et oui, et par la suite, j'ai participé, je pense, 7 ou 8 fois. C'est ça, oui. Et j'ai joué récemment, là, au printemps dernier, avec mon trio avec Adrien Moignard et Philippe Hartz, et le concert a été enregistré par Arte, la chaîne, on peut le voir toute l'année et c'était vraiment un concert très réussi. Et je me souvenais plus vraiment, parce que j'ai un peu du mal, j'ai fait tellement c'est pas encore Alzheimer, mais enfin, j'ai du mal je me souvenais plus combien de fois j'avais participé à ce festival. Et quelqu'un de l'organisation me rappelait, vous êtes venu la première fois en 83. C'était la 2e édition. Et Adrien Moignard, mon guitariste, qui a tout juste 40 ans, me dit, oui, j'avais 3 ans, ou il n'était pas né, je sais pas. Mais à l'époque, Richard Galliano, les festivals de jazz, il y avait Antibes, mais ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Il y avait quand même pas mal de festivals un peu de partout. Je crois que ça a créé dans le public un besoin d'écouter les musiciens en vrai, parce que c'est très bien d'écouter bien sûr à la radio ou sur une chaîne avec de très bonne qualité, mais quand on voit des musiciens en vrai sur scène, ou des chanteurs, quelquefois d'une manière acoustique aussi, sans sonorisation, je pense qu'au niveau de l'émotion, c'est beaucoup plus fort, et c'est des moments aussi éphémères, parce qu'un disque, on peut le repasser plusieurs fois, alors qu'un concert, voilà, on le vit complètement. Voilà, moi-même, quelquefois, tous les concerts se passent bien, que ce soit avec des grands orchestres, avec mon trio ou en solo.
Mais lorsque j'ai joué 1h30, quelquefois quand le concert se passe vraiment très bien et qu'il y a cette vibration avec le public, à la fin, j'ai l'impression d'avoir joué 1 minute, vous voyez. Tout à fait. Ouais, c'est... Alors, j'en reviens à vos débuts. Donc, vous arrivez à Paris à 20 ans et vous allez commencer en accompagnant des artistes dans les studios, ce qu'on appelle un requin de studio. Oui, j'ai pas été requin. D'ailleurs, vous savez, l'appellation requin, on a pensé que c'était les musiciens qui étaient, assoiffés de contrats et de tout ça pour jouer dans les studios. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on voyait les musiciens à travers comme un aquarium. Comme ici, oui. Derrière une vitre, oui. Et c'était comme des poissons, quoi, comme oui, des requins. Il fut un temps où le chanteur enregistrait avec les musiciens dans le studio. Ah, tout à fait, oui. Et j'ai aussi eu le plaisir et la chance d'accompagner des chanteurs et chanteuses. Au départ, c'était Jos Baselli, l'accordéoniste, entre autres, qui a accompagné Barbara, qui a accompagné Reggiani, justement. Il m'a appelé pour que je le remplace et me mettre le pied à l'étrier. Reggiani était le premier, je crois, que vous avez accompagné. Oui, tout à fait. C'était le premier et c'est peut-être le souvenir le plus fort qui me reste parce que, bien sûr, j'étais pas assez... J'étais très jeune, les paroles, je les écoutais de loin, mais elles me parlaient pas comme elles me parlent aujourd'hui. Mais je sentais cette émotion, cette vibration que Reggiani faisait passer sur scène, à la fois cette force et cette fragilité. Et j'ai vécu ça avec tous les autres chanteurs et chanteuses, Nougaro, Moustaki, Aznavour, et Gréco aussi. Et ça a été pour moi très formateur. Oui. Et justement, Reggiani a fait de la scène grâce à Barbara, qui l'a dit: je t'engage, Bobino, en première partie, à condition que tu prennes des cours avec mon professeur. Et c'est comme ça que Reggiani a appris à placer son souffle sur scène. Et oui. Et Barbara, vous avez aussi beaucoup appris avec elle, Richard Cadet. Ah oui, c'était une très belle... je l'ai pas accompagnée en tour de chant, Barbara. Je l'ai accompagnée dans le spectacle Lily Passion avec Depardieu. Et puis après, elle a fait appel à moi, malheureusement, pour son dernier disque. Et d'ailleurs, elle m'avait proposé qu'on écrive une chanson ensemble. Et j'ai eu le temps d'écrire la musique, mais elle est partie avant de pouvoir écrire les paroles. Et je garde toujours cette musique. C'est vraiment une évocation qui s'appelle Barbara. Et Barbara était non seulement une passionnée, mais très drôle dans la vie. Je ne sais pas si vous le savez, elle faisait des blagues sans arrêt, elle regardait Candy à la télévision, c'est tout à fait l'inverse du personnage qu'on imagine. Oui, tout à fait, elle avait beaucoup d'humour, des fous rires comme ça, avec Depardieu pendant les répétitions, c'était à mourir de rire, quoi, parce que avec la personnalité de Depardieu qui montait sur la table, qui déclamait comme ça, et quelqu'un de très attachant. J'aime beaucoup Gérard Depardieu. On s'est plus vu depuis, mais c'est quelqu'un qui me touche profondément. Et bon, si c'est l'ami de Barbara, c'est que c'est quelqu'un de valeur. On est d'accord. Alors, il y a eu ensuite le jour où Claude Nougaro vous a repéré, Richard Galliano. Et ça a changé votre vie. Oui, tout à fait. Ben, c'est peut-être 1 an ou 2 après être arrivé à Paris. Et c'est une belle histoire parce que j'avais rencontré auparavant le frère de Maurice Vander, qui était Maurice Vander, le pianiste de Nougaro. Freddy Vander, c'est un magnifique accordéoniste qui était au jury d'un concours que j'avais passé à Lyon. Et voilà, il avait été touché par ma manière de jouer, vraiment très... et puis, je me souviens qu'il m'avait félicité, puis il m'avait dit « je te ferai un présent ». Et après coup, j'ai compris que il avait parlé à Maurice Vander à l'époque où Eddie Louis avait quitté l'orchestre de Nougaro. Claude chantait une chanson qui s'appelait L'île de Ré avec l'accordéon. Et sans qu'on me le dise vraiment, j'ai compris que Freddy Vander avait parlé
à Maurice Vander, qui lui avait parlé à Nougaro en disant il y a un petit jeune qui joue l'accordéon comme ça, et en plus il a un accordéon qui est relié à un orgamon, il a le son de l'orgamon aussi, donc il peut prendre la suite d'Eddie Louis. Et ça a été vraiment un coup de foudre d'amitié et une complicité musicale totale avec Nougaro. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, et ça a été un aimant vraiment, et un déclencheur aussi. Par exemple, la rencontre avec Piazzolla après s'est faite autour de Nougaro. Dans les coulisses de l'Olympia. Eux se rencontrent. Oui. La première chanson que j'ai écrite pour Nougaro s'appelle Dévoilier. Oui. Et j'ai écrit cette musique après une longue écoute de la musique de Piazzolla, mélangée au jazz que j'entendais avec l'orchestre de Nougaro. Et il se trouve que la première fois que Claude a chanté cette chanson à l'Olympia, Piazzolla était dans la salle. Et il est venu à l'entracte, et là, une amitié jusqu'à sa mort il a été comme un père pour moi, vraiment. On va en reparler tout à l'heure, mais j'en conseils. reviens à Nougaro. Quand vous arrivez en 75, il vient de changer de maison de disque. Il a quitté Philips parce que le comptable a trouvé qu'il coûtait trop cher à l'enregistrement. Encore un qui avait du nez. Il est passé chez Barclay et il se déchaîne déjà sur scène. Il vit chaque spectacle. Oui, mais moi je suis lorsque je joue, que ce soit en solo ou en orchestre, j'ai en moi cet héritage. Je sens que j'ai cette force qui m'a été communiquée par Nougaro, Barbara aussi bien sûr. Mais Claude sur scène, c'était vraiment un boxeur, quoi. C'était il donnait tout dans chaque chanson. Lorsqu'on écoute Toulouse, il a chanté des dizaines de fois, chaque fois on trouvait la même émotion, la même profondeur, la même. D'ailleurs, il avait une belle définition par rapport à la musique. Il disait la musique qui m'intéresse, c'est la musique qui véhicule des couleurs, des sentiments, des émotions. Et c'est exactement ce que je ressens aussi. Oui. Et Toulouse, d'ailleurs, vous l'avez interprété. Ah oui, je l'avais fait ici. Oui, car vous n'avez pas enregistré, mais interprété. Oui. Jamais enregistré, curieusement. Non, pas encore, non. Je ne l'ai pas encore enregistré. Mais ça serait peut-être dans un prochain disque. Parce que Toulouse est tellement cher à Nougaro, et il est tellement mythique, il faut qu'un jour vous le mettiez à votre répertoire. Oui. Et c'est vrai que par rapport à Nougaro, par rapport à ma décision à la suite de rectifier le tir par rapport aux musettes et ce genre de musique, le musette qui est ce que le tango est en Argentine ou le blues aux États-Unis, Claude chantait cette chanson qui s'appelle le jazz de la Java. Oui. Pour lui, c'était pareil. Et c'est vrai que dans le premier disque, dans ce disque que j'ai enregistré, le premier disque que j'ai enregistré pour Dreyfus, jazz dans la maison de disques, il y a un morceau qui s'appelle Java Indigo. Oui. Et on a du mal à faire la part de dire ça c'est plutôt Java ou valse jazz. Tout est mélangé. Surtout avec les musiciens avec lesquels je joue, qui sont magnifiques. Justement, ça, on en parlera tout à l'heure avec ce nouvel album. Et là, on va revenir à une date qui a marqué aussi votre parcours, le 8 juin 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Galliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Galliano. Nous parlerons de cet album, de ce nouvel album qui n'est pas un nouvel album, mais qui est quand même un nouvel album, Voyage. On a évoqué vos débuts à Paris, votre père. Et puis le 8 juin 2005, il y a un concert au Bouffe du Nord, un concert hommage. Piazzolla Forever, qui est ce soir-là au Bouffe du Nord pour rendre hommage à Astor Piazzolla, qui est décédé en 1992. C'est vrai qu'il a beaucoup compté dans votre vie. Alors, je crois qu'il a découvert le bandoneon à 8 ans, grâce à son père, un petit peu comme vous, et qu'ensuite, il y a eu ces rencontres. Alors, il y a plusieurs versions de cette première rencontre. Il y a les coulisses de l'Olympia, il y a Georges Moustaki. Oui, c'est vrai qu'il y a les deux. J'accompagnais Moustaki aussi, alors je sais plus
chronologiquement dans quel ordre ça s'était passé, mais Moustaki était très proche de Piazzolla, parce que c'est lui qui l'a invité en premier à Paris, à l'Olympia. Piazzolla jouait en première partie du concert de Moustaki, et Piazzolla avait donné une petite mélodie à Moustaki, sur laquelle Moustaki a écrit des paroles, Mon corps, ça s'appelle. Et il m'a demandé de faire l'arrangement de cette chanson, donc j'ai orchestré. Et à l'époque, Piazzolla a habité aussi l'île Saint-Louis, à côté de chez Moustaki. Et Moustaki a déclenché cette rencontre à un moment donné. Et Piazzolla m'a félicité de l'arrangement. Puis je me rappelle le compliment qu'il m'avait fait. Il m'a dit « Oh mais... » D'ailleurs, j'avais fait une introduction qui a disparu un peu après, elle n'était plus sur le disque. Mais Astor avait écouté cette introduction solo. Il me dit « Mais vous jouez comme un Argentin ?» Non, comme un Italien, il me dit. Il avait rectifié, parce que c'est vrai que nos racines sont italiennes. Et c'est vrai que cette rencontre, ça a changé votre vie et votre parcours. Oui, à la fois, il a réveillé une flamme. Parce que c'était bien beau ces années que j'ai passées d'accompagner. J'ai beaucoup appris, faire le métier de musicien dans les studios, faire des orchestrations pour différentes choses. Mais j'avais un peu perdu cette flamme, et il a rallumé cette flamme, et il m'a rappelé que je n'étais pas venu à Paris simplement pour être accompagnateur. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que je me sens j'ai plus un tempérament de leader et jouer ma musique que être accompagnateur au service voilà. Et disons que, d'ailleurs, dans les conseils d'Astor, il me disait, quand vous accompagnez un chanteur ou une chanteuse, sur l'affiche, il faut que votre nom soit aussi gros que le sien. Et chaque fois qu'on se voyait, il me donnait des conseils comme ça, où il me disait, vous devez jouer tout ce qui vous passe par la tête. Vous devez créer le New Musette, comme moi j'ai créé le New Tango. Oui, ça a été vraiment un second père, quoi, vraiment. Oui, et c'est vrai que le New Musette, parce qu'effectivement, le musette que vous ne reniez pas, Yvette Horner, c'est très très bien, mais vous avez été beaucoup plus loin, Richard. Oui, mais dans le musette, voilà, il y a plusieurs volets. Yvette Horner, qui était une femme adorable, voilà. Il y a les gens très connus comme Aimable Verschuren. Le côté très populaire, mais dans le musette, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, plus musical aussi. C'est le musette qui vient de la rencontre des Italiens avec les Manouches. Alors c'est Django Reinhardt, c'est Gus Wieser, c'est Joe Privat. Les valses de Joe Privat, ce sont aussi belles que les valses de Chopin. Elles sont, voilà. Donc c'est comme dans tout, quoi. Il y a un choix très très large. Et moi, je me suis aperçu que j'ai voulu rectifier le tir en disant, je vais essayer de mettre en avant la face cachée de l'accordéon, parce que je vais pas dire que j'ai rien inventé. Avec mes défauts et mes qualités, j'ai créé un style, je pense. Mais depuis des décennies, en Russie, on joue la musique classique, le Bach, comme en Ukraine d'ailleurs. Aux États-Unis, les accordéonistes de jazz avec Benny Goodman depuis les années 40. Voyez, c'était une face cachée. Et lorsque j'ai enregistré mon premier disque Bach pour Deutsche Grammophon, les gens étaient surpris. Ah, Bach à l'accordéon. Mais je leur disais, mais ça fait 100 ans qu'on joue Bach à l'accordéon, vous voyez. Et le musette, justement, ce New Musette, en voici un extrait. C'est vrai que le New Musette, c'est le musette amélioré. Parce qu'au départ, on ne le sait pas, mais le bal à la musette, c'était au départ avec la cabrette, qui était une sorte de cornemuse. Oui. Et puis ensuite, les bals musettes sont venus avec les Auvergnats et les Italiens. Oui, tout à fait. Et ce New Musette, ça a révolutionné finalement votre parcours, mais pas seulement votre parcours. Oui, moi je dirais plutôt que j'essaye de continuer, parce que ça serait
très présomptueux de dire, par exemple, une valse comme Flambée Montabanaise ou Indifférence de Tony Murena. Est-ce que aujourd'hui on écrit des compositions aussi inspirées, aussi meilleures que Flambée Montabanaise? Je pense pas. Oui, mais le nu musette pour le non-initié, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que dans ma démarche, ce qui a été intéressant, c'est de décloisonner. L'accordéon souffrait d'un problème consanguin. C'était vraiment les accordéonistes à part qui se mélangeaient pas aux jazzmen, qui se mélangeaient pas dans les contextes classiques non plus, vous voyez. Et moi, j'ai décloisonné, j'ai tout fait pour décloisonner ça, pour défricher, pour casser ces frontières, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis aventuré un peu après ce disque de Viaggio. J'ai voulu faire les duos avec Portal, les disques classiques, les disques de jazz, tout ça pour montrer cette face cachée avec mes moyens. Mais c'est quelque chose qui a existé avant. Oui, mais dans les années 40, Benny Goodman jouait avec Ernie Felice. Et si vous écoutez ça aujourd'hui, c'est il y a pas de choses aussi pertinentes aujourd'hui. Hein. Oui, mais vous avez été remarqué, d'abord vous avez reçu le prix de Django Reinhardt, ce qui n'est pas évident. Et là, on n'est plus dans le musette, on est dans le jazz. Oui, tout à fait. Mais comme me disait Wynton Marsalis, un jour je disais, lorsqu'on a fait ce disque, vous savez, avec Wynton Marsalis à Marciac, hommage à Billie Holiday et Edith Piaf, lors d'une interview, j'ai dit bon, on n'a pratiquement pas répété, ça, c'est facile. Et Wynton a relevé en disant oui, on n'a pas beaucoup répété parce qu'on connaît le langage. Oui. Et connaître le langage de l'improvisation, de cette liberté, mais tout en suivant les harmonies, en suivant les mélodies, le swing, c'est quelque chose qui demande une vie d'apprentissage et d'amour, quoi. Ouais. Oui, mais en fait, Richard Galliano, ce qui s'est passé aussi, quand vous avez enregistré ces premiers disques de New Musette, Francis Dreyfus, qui était un producteur important qui détestait l'accordéon, vous a découvert et s'est mis à aimer votre accordéon. Ah oui, tout à fait. Je racontais à ma fille justement l'anecdote. C'est Yves Chamberlain qui était le directeur artistique de la maison de disques de Francis Dreyfus. Et Yves Chamberlain a dirigé, il était propriétaire du studio Davout, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un grand studio où toutes les musiques de films, toutes les stars de la chanson ont enregistré. Et donc, lorsqu'il il a eu cette responsabilité de présenter des nouveaux talents à Francis Dreyfus. Il m'a d'abord persuadé, parce que moi j'avais jamais signé de contrat, j'étais un peu réticent. Mais non, mais vas-y, à tel point qu'il m'a traîné dans le bureau de Francis Dreyfus avec mon accordéon. Il me présente à Francis Dreyfus, je vois encore la scène. Et puis il me dit, je lui ai un morceau, et je lui ai joué Viaggio. J'ai joué Viaggio directement à Francis Dreyfus, qui détestait l'accordéon. Et quand j'ai fini, il a dit bon, c'est bon, on signe le contrat. C'est fou. Alors vous avez une particularité parce que vous avez reçu une victoire du jazz, de la musique du jazz en 97 et une victoire de la musique classique en 2014, justement avec Bach. Et là aussi, c'est une autre partie de votre vie. Il faut savoir que Bach, lors d'un voyage à Dresde en 1717, il y a un concours d'orgue qui est organisé pour l'improvisation, un peu comme vous, et il est face à Louis Marchand, organiste français. Et la veille du concours, Louis Marchand se rend dans l'église où Bach répète. Il a trouvé ça tellement génial qu'il a dit « Je me retire, Bach va gagner ». C'est extraordinaire. Oui, et c'est vrai que Bach vous a inspiré aussi. Ah oui, il a inspiré... tous les musiciens. J'avais un ami dans le sud qui disait musicien amateur mais amoureux de la musique, et il aimait Django Reinhardt, comment là, j'ai un trou là, Brassens,
Et Bach, il me disait Bach, il a inventé la musique. Et il n'avait pas tort, Mais Et- pour un accordéoniste, jouer du Bach au départ, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant parce qu'on n'avait pas l'habitude de l'entendre. Le seul danger avec l'accordéon lorsqu'on joue les pièces de Bach, c'est d'avoir le complexe du piano. Pas du piano, le complexe de l'orgue, des grandes orgues. Et c'est un peu le rapport de la flamme de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Bien sûr qu'on peut tout jouer sur l'accordéon, mais si on écoute un prélude et fugue ou une passacaille, il vaut mieux l'écouter aux grandes orgues qu'à l'accordéon. Alors moi, ce que j'ai fait lorsque j'ai eu cette possibilité, mais c'est arrivé j'avais 60 ans lorsque Deutsche Grammophon m'a proposé d'enregistrer ce disque. Mais alors j'ai pris des partitions sans toucher une note, mais des partitions de violon, par exemple un concerto de violon, un concerto de flûte, une partie de hautbois, une partition de violoncelle. Mais j'ai évité le complexe de l'orgue parce que lorsqu'on écoute, j'ai fait d'ailleurs eu le plaisir d'enregistrer avec Thierry Esquèche un disque en duo grandes orgues et accordéon. Et ce qui est intéressant, c'est le jeu des registres et le côté complémentaire des deux instruments, quoi. Et vous avez un point commun avec Astor Piazzolla assez inattendu, Richard Galliano, c'est que tous les deux, vous avez un astéroïde à votre nom. Oui, j'ai appris ça, oui. C'est étonnant. Alors, je sais pas comment ça se... Il a été découvert en 1999. Oui. Et il y en a deux, donc le numéro 121-02, c'est Piazzolla, et 121-02-2, c'est vous. Alors, je sais pas qui est à l'initiative de ça, mais voilà. Encore Astor, c'est normal, parce que Astor, c'est astre. Oui. Mais Richard, bon... C'est étonnant. Non, oui. Vous n'avez pas d'autres informations là-dessus? Il faudrait un jour vous renseigner. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais bon, je sais Qui pas. dit astre dit star, et vous êtes une star vous-même. Et on va continuer à l'évoquer justement à travers la date du 12 décembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Richard Galliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Galliano. On a évoqué votre parcours, vos débuts, on a évoqué votre rencontre avec Piazzolla et Nougaro, qui sont deux moments importants de votre vie. Et donc le 12 décembre 2025, vous, au retour de 2 tours du monde, vous donnez 2 concerts d'affilée au New Morning à Paris. Et 2 concerts dans la même soirée. Il faut le faire quand même. Oui, comme je vous disais... surtout avec ce trio, avec Adrien Moignard et Philippe Hartz, c'est tellement un moment de bonheur partagé, vraiment de plaisir, quoi, que un concert d'1h30, je sors d'un concert comme ça, j'ai l'impression j'ai un vague souvenir, une vibration qui me reste, mais j'ai aucune fatigue. Par contre, j'ai la fatigue avant, c'est une forme de trac. À la limite, j'ai pas très envie de jouer. Je suis fatigué. Et le concert me régénère. C'est vraiment un moment que finalement je n'arrive pas à vivre dans la vie normale, quoi. Hein. Voilà. Donc les 2 concerts, au contraire, on sortira en pleine forme, et le problème ce sera d'aller dormir après, parce que ça... Mais c'est souvent le cas des artistes qui sont souvent arrivés fiévreux sur scène et qui sont en pleine forme lorsque le public est devant eux. Ah oui. Alors c'est aussi ces 2 concerts l'occasion de fêter la sortie de ce nouvel album qui n'est pas un nouvel album, Viaggio, Voyage. C'est vrai que cet album a marqué un tournant dans votre carrière, et la version du nouveau voyage qu'on a aujourd'hui, c'est une réédition totalement inattendue. Pourquoi avoir fait cela ? Oui, alors c'était une envie partagée avec mon impresario Thierry Sola aussi. Et à la réécoute, c'est vraiment... avec le temps qui passe comme ça, finalement, on a plus cette autocensure qu'on peut avoir lorsqu'on finit de jouer, qu'on écoute un enregistrement, on voit que les défauts, on les supporte pas. 30 ans après, voilà, je suis auditeur, spectateur, et je trouve que c'est un disque magnifique, d'un point de vue musical et d'un point de vue émotionnel aussi, parce qu'il y a 4 personnes qui nous ont quittés. Francis Dreyfus, le producteur, Yves Chamberlain, et 2 des musiciens
Pierre Michelot et Charles Bellonzi, qui ne sont plus là. Et le fait de retrouver... j'ai retrouvé avec mon preneur de son, mon ingénieur du son, avec qui je travaille depuis 15 ans, Rémi Boursereau, et il a trouvé des bonus tracks, des prises qu'on n'avait pas retenues sur le moment, mais qui sont des fois meilleures que celles qu'on avait retenues sur le moment, vous voyez. Et cet album est important pour vous dans votre parcours, c'est pour ça qu'il est réédité aujourd'hui? Oui, pour moi, je dirais, si j'avais un seul album à retenir, j'en ai enregistré plus de 70 ou 75, je sais plus. C'est celui que je retiendrai. Et pourquoi? Parce que c'était sitôt après la mort de Piazzolla, donc c'est un tribut par rapport à Piazzolla. J'ai encore les lettres qu'il m'avait envoyées en me disant vous devriez faire un disque comme ça avec un quartet, avec des musiciens de cette manière et tout ça. Et j'ai suivi à la lettre. J'ai vraiment Charles Bellonzi, pour moi c'était le meilleur batteur avec qui j'ai pu jouer dans ma vie. Pierre Michelot, on le connaît avec Miles Davis, avec Bud Powell, c'était vraiment un bassiste de jazz magnifique. Et Biréli Lagrène, pour moi c'est un génie, non pas de la guitare, mais de la musique, quoi. Voilà. Alors justement, Pierre, donc, est le contrebassiste de Miles Davis, il a travaillé entre autres avec lui sur la création de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. Oui. Et il y a de nombreuses légendes qui courent sur cet enregistrement. On dit que Boris Vian dirait, et il l'a écrit dans les notes de pochette de l'album, la lèvre de Miles Davis était fendue ce soir-là, le 4 décembre 57, et il saignait sur sa trompette. Ah, c'est possible, c'est possible. Et puis Charles que vous évoquez, Lolo, comme on dit, oui, c'était Lolo, le batteur de Nougaro. Et Nougaro, justement, il y a une chanson sur cet album, un morceau plutôt qui rend hommage à Nougaro, c'est le Tango pour Claude. Ce tango pour Claude, pour vous, c'est quelque chose de très important, Richard Oui, Galliano. c'est très important. Il y a une histoire autour de ce tango, parce que on pourrait dire que c'est le dernier tango à Paris avec Nougaro. Parce que il y avait eu un petit problème autour de ce morceau. En fait, j'avais rencontré Claude, on s'était perdu de vue pendant quelques années, et un jour je le croise dans un studio, et puis il me dit comme ça: Richard, il faut que tu me composes un tango rock. Et là, c'était une commande magnifique, et je me suis mis au piano, j'ai écrit cette musique que je lui ai confiée, et il a écrit donc les paroles qui s'appellent Violence. Et après, au même moment, j'ai enregistré ce disque, donc Viaggio, et la version instrumentale que j'ai appelée Tango pour Claude. Pour rentrer dans les détails, j'ai dealé avec Francis Dreyfus il a pris les parts d'édition de ce morceau, et moi la part de compositeur, bien sûr. Alors que Violence, j'avais tout cédé, tous les droits à Nougaro. Et Claude m'en a voulu un peu, mais finalement, avec le temps, je vois aujourd'hui sur la planète tous les accordéonistes, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Brésil, tout le monde joue tango pour Claude. Je l'ai même joué à Taïwan avec les instruments traditionnels chinois. Et je me dis que c'est un tel hommage. Je pense que s'il voit ça de où il est en ce moment, il pense que j'ai eu raison parce que la chanson a eu un succès relatif. Oui. Ça n'a pas été un tube. Par contre, Tango pour Claude, c'est un morceau que tous les accordéonistes jouent. Ça part de cette de cette énergie, de cet amour qu'on a eu, d'amitié profonde avec Claude, quoi. Est-ce qu'il imaginait, Claude Nougaro, sa postérité? Quand on voit la ville de Toulouse aujourd'hui, Nougaro est partout. Il s'en fichait ou ça avait de l'importance pour lui? C'était un boxeur, quoi. Il fonçait, il était la tête dans le guidon, il était passionné, habité toujours par de passer par des moments d'euphorie, surtout sur scène, à des moments de grande déprime. Moi, je suis un peu de la même trempe, quoi. J'ai des moments où je redescends un peu, puis ça remonte, quoi. Mais cette postérité, il s'en fichait ou ça l'intéressait? Il se disait après moi le déluge. On n'en a jamais vraiment parlé, mais moi, je souffre un peu de
de ça. Je veux dire, il y a des artistes comme lui, comme Beko, par exemple, qu'on n'entend plus trop. Et je trouve que c'est pas... C'est injuste, mais bon, il faut attendre un peu. Regardez Django Reinhardt, pendant des années, on l'écoutait de loin, tout ça. Puis dans les années 2000, qui aurait dit que la musique des années 2000, ça aurait été la musique de Django Reinhardt? Vous voyez, il faut... Mais Nougaro, à Toulouse, en tout cas, quand on va à Toulouse, il est partout. Ah oui. Il n'est pas du tout oublié, bien au contraire. Oui, et on l'entend régulièrement sur ce radio. Et puis en plus, c'est un chanteur c'est pas un chanteur de variété, quoi. C'était ni de jazz d'ailleurs. C'était un poète qui... comme un comédien, quoi, dramaturgie, quoi. Il y avait beaucoup il faisait passer beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, ça me fait penser que à travers ce morceau Toulouse, à un moment donné, il évoque le souvenir de son père. Il dit, j'entends encore la voix de papa. Pierre Nougaro, qui était un basse, je crois, d'opéra. Et la fille de Nougaro a écrit un livre sur son papa. C'est Théa Nougaro, qui a écrit un livre sur son père, très touchant. C'est le seul livre qu'elle a écrit. Et le titre du livre s'appelle « Et j'entends encore la voix de papa ». Et cette phrase, elle est vraiment très, 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 très émouvante, quoi. Très... Alors, sur cet album aussi, il y a ce Java Indigo Alternate que vous avez évoqué. Oui, c'est pas la version au départ de Java Indigo, parce que ça fait partie des bonus, des petites perles de cet album. Oui, je l'ai réécouté, puis je me disais, mais peut-être qu'elle est meilleure que celle qu'on a retenue. C'est le propre du jazz, c'est-à-dire que chaque fois qu'on joue un thème, on le joue et on doit le jouer d'une manière différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, cet album a été fait avec plusieurs versions, souvent improvisées. Oui, les thèmes sont précis, mais les improvisations sont ouvertes, mais ouvertes en rapport aux mélodies et bien sûr aux harmonies, bien sûr. Et la Java, à l'origine du mot Java, il y a plusieurs versions. On parle de l'île de Java, on parle de l'argot, faire la Java, et on parle de l'Auvergnat, ça fait Chava. Tout est possible. On ne sait pas quelle est la bonne version. Ben, la Java, en fait, pour moi, c'est plutôt... on avait fait un spectacle avec Zizi Jeanmer et Roland Petit à Marseille qui s'appelait Java Forever. Oui. Et à Marseille, j'ai réalisé que d'ailleurs, il y a ce compositeur marseillais, mon petit cabanon, c'est Vincent Scotto. Vincent Scotto qui a écrit beaucoup de Java. Et je me dis, mais dans la Java, il y a une influence africaine. C'est le port de Marseille. Et entre la Java et la valse jazz, c'est la même chose. On l'entend dans Java Indigo. Et à tel point que dans cette formation pour Zizi et Roland Petit, dans l'orchestre, il y avait déjà Pierre Michelot d'ailleurs. Et j'avais engagé aussi un percussionniste africain, Abdou Mboup, et qui jouait sur les Java, il jouait les percussions africaines. Et ça fonctionnait très bien. Donc je me suis dit, je pense que la Java, ça vient de... De toute façon, toute la musique vient d'Afrique, au moins d'un point de vue rythmique. Hein, pas toute. Si on écoute ce Christophers Bossa. La bossa nova, le Brésil, qui est un pays très important dans votre parcours, Richard Galliano. Tout à fait, oui. Et surtout que mon instrument, l'accordéon, c'est l'instrument roi au Brésil, au même titre que la guitare. Le pape de la musique brésilienne, c'est Luis Gonzaga, qui était un accordéoniste du Nord-Est. Et tous les accordéonistes jouent cette musique de forró. Et je suis allé, à une époque, j'allais souvent au Brésil. Et c'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, mais tiens, les musiciens brésiliens jouent la musique de leur terre. Ils jouent des forró, des sambas, des bossa nova. Dans le sud, ils jouent quelque chose d'un peu plus proche de l'Argentine. Je dis, mais nous, en France, on perd ça. Il y a une, un désamour de, justement, quelque chose de péjoratif par rapport aux musettes.
pire des phrases par rapport à ça, tiens, ça me fait penser à quelque chose qu'a dit Eddie Mitchell. Il parlait de la chanteuse Zaz. Zaz, c'est ça. oui. Il a dit un truc terrible. Il a dit, oui, Zaz, elle pue l'accordéon. Vous avez un résumé, c'est ignoble ça. Ouais. Comment on peut dire une chose pareille? Mais on a tout ce rejet qui peut y avoir que quand les gens disent, ah oui, moi, la pire les gens croient me faire un compliment, me disant, vous m'avez guéri de l'accordéon, ah, c'est pas du musette. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me fait mal. Je dis non, mais il n'y a rien de plus beau que le musette. C'est pas parce que je joue Bach ou du jazz ou tout ça que le dénicheur ou le reine de musette, je vais dénigrer ça. Au contraire, au plus je vieillis, au plus je suis proche de cette musique et j'essaye de la jouer. Je pense justement à ces accordéonistes, Joe Privat, Gus Viseur, qui jouaient cette musique de manière magnifique. Le souci, c'est d'essayer d'être à la hauteur du passé. plutôt que- Mais vous l'êtes. Alors, il y a ce rappel, le 12 et le 13 décembre, vous êtes au New Morning pour 2 fois de concert, une performance. C'est le 12, c'est Oui, ça? le hein 12, oui, c'est ça. 12 le 12. décembre. Et puis, il y a ce Viaggio, ce New Viaggio, nouveau voyage, qui est disponible avec des morceaux qui sont des classiques, comme tous ceux que vous avez enregistrés finalement. Oui, c'est un des seuls disques dans lequel il y a uniquement mes compositions. Voilà. Et il y a... Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Et puis, Richard Galliano, continuez vos voyages autour du monde. Et vous connaissez Sud Radio, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir, merci beaucoup. Jacques. Merci, les Au clés revoir. d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.